Bonjour les amis. Il y a des milliers d'années de ça, dans un milieu désertique, sur les rives ouest du Jourdain, une communauté d'hommes, 2000, 3000 personnes tout au plus, a commencé à fonder une des premières villes de l'Antiquité, une des premières villes du monde, Jéricho. On a retrouvé des champs, on a retrouvé une muraille avec une tour fortifiée. Comment et pourquoi ces gens se sont installés ici, dans un milieu désertique? Parce qu'il y avait des sources d'eau, un oasis. De l'eau jaillissait et permettait la vie. Et oui, aujourd'hui, dans ce premier chapitre, on va s'intéresser à comment commencent les premières civilisations. Et dans la première partie, on va voir qu'il faut d'abord un lieu spécifique mis en valeur. Les environnements favorables, pour commencer. On peut en remarquer deux types pour ces premières civilisations. Le premier type, le plus connu, ce sont les plaines. Les plaines, mais pas n'importe lesquelles, celles irriguées par des fleuves. Que ce soit les Égyptiens avec le Nil, les Sumériens dans la Mésopotamie, les Indiens avec l'Indus, ou en Chine avec le fleuve bleu et jaune, il y a toujours ces plaines irriguées. Le fleuve, lorsqu'il y a des crues, apporte du limon, qui est extrêmement fertile. On peut faire pousser plein de trucs, du maïs, des céréales. Et ça, les premières civilisations, ça leur permet de s'installer définitivement dans un endroit de façon sédentaire, sans avoir besoin de bouger tout le temps pour trouver de quoi se nourrir. Un autre environnement favorable, ce sont les littoraux. Avec, s'il y a des îles autour, c'est encore mieux. La civilisation grecque avait installé sur les bords de mer, profitait des ressources apportées par l'océan ou les mers, la mer Méditerranée, les poissons, les crustacés. Et bien sûr, les bateaux pouvaient faire du commerce, aller d'île en île, ce qu'on appelle le cabotage, sans rentrer dans les mers agitées et dangereuses. On restait près des côtes et on pouvait ainsi négocier et marchander facilement. Donc vraiment, ces deux environnements sont très favorables pour installer une première civilisation. Ensuite, on remarque qu'il y a une mise en valeur de l'environnement. Mise en valeur parce que ces civilisations vont s'adapter. Ça, c'est propre à l'humain, on s'adapte. On s'adapte à notre environnement, on remarque les difficultés, les contraintes, les avantages, et on trouve des solutions. Cerveau humain. Les civilisations de la mer ainsi, par exemple les Grecs, vont mettre en place des trières, des grands bateaux qui permettent, avec des rames et la voile, de changer de force pour avancer, la force humaine ou la force des vents, et qui est un bateau rapide, bien adapté à ce cabotage dont on a parlé avant. Toutes les civilisations des mers ont fait des progrès au niveau maritime. Si on va plus loin, on a aussi les Vikings qui ont des bateaux aussi extrêmement maniables et qui peuvent même rentrer dans l'océan. Les progrès agricoles. Les Sumériens ont fait des énormes progrès dans ce qui est l'irrigation. Comment détourner l'eau des fleuves pour la ramener dans nos champs. Les Chinois, eux, ont développé la traction pour l'animal au niveau du poitrail. On ne met plus quelque chose au niveau du cou sur le cheval. L'harnais, on ne le met pas au niveau du cou, mais on le met au niveau du corps pour que la traction soit meilleure. Donc voilà deux exemples de progrès que l'on peut trouver dans le monde agricole. Et ça permet ainsi, tout ça, d'avoir des excédents agricoles. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est excédent agricole, c'est-à-dire qu'il y a un surplus de nourriture. Tout le monde n'est pas obligé de devenir agriculteur, car il y a de la nourriture en plus. On peut nourrir d'autres personnes qui ne travaillent pas dans les champs. Alors ces autres personnes, elles ne vont pas se la couler douce, elles ne vont pas, tranquille, dormir. Non, elles vont pouvoir faire des nouveaux métiers comme des fonctionnaires, commencer à écrire des choses pour tenir des comptes, des marchands, des artisans qui vont construire des objets ou même des bâtiments. Toutes ces nouvelles personnes peuvent faire autre chose que l'agriculture. Et là, on voit se mettre en place des organisations spécifiques parce qu'elles dépendent vraiment de l'environnement et on verra dans la deuxième partie de la culture en place.
Alors là, on a deux grandes organisations qui reviennent à chaque fois. Ces deux organisations, ce sont la première, des cités-États. Alors là, c'est une ville qui est entourée d'une campagne ou d'une plaine ou d'un environnement où il faut pousser des choses. Donc il y a la ville où les gens se regroupent, font certaines activités, pour certains autres que l'agriculture, et les champs autour qui permettent de nourrir cette ville. Chez les Sumériens, ces villes sont dirigées par des petits princes qui font la pluie et le beau temps. Ils sont comme des rois, ils dirigent. Chez les Grecs, c'est un peu varié. Il y a des villes avec des rois, il y a des villes comme Athènes qui vont essayer la démocratie, le pouvoir au peuple. Il y a des villes qui donnent le pouvoir à un certain groupe très précis de personnes. Ça change. Hein. Ces cités-États, attention, elles sont séparées les unes des autres, mais elles se connaissent très bien. Elles fonctionnent en réseau, c'est-à-dire qu'elles se font beaucoup d'échanges. Alors, je te vends du fer, tu me donnes du blé, je te vends des esclaves, tu me donnes de la fourrure, et elles se font aussi souvent la guerre. Je t'attaque pour agrandir mon territoire, je t'attaque pour montrer que c'est moi le plus fort, je fais une alliance avec un pour t'attaquer, mais je trahis mon alliance, et paf, ça va dans tous les sens. Donc vraiment, c'est un fonctionnement où elles se connaissent, elles s'échangent des choses, elles s'attaquent, elles s'allient. Fonctionnement en réseau. Le deuxième système, deuxième organisation, ce sont les empires. Les empires, c'est quand là, au contraire, il va y avoir un personnage, donc qu'on appelle l'empereur, qui va régner sur un espace beaucoup plus grand qu'une seule cité. Ça peut être un groupement de cités. En Chine, par exemple, ce sont des grands territoires. L'empereur chinois avait, par des conquêtes d'ailleurs, agrandi beaucoup. Le problème pour l'empire, il faut qu'il y ait une menace. Il faut que l'empire soit en danger parce que ça peut justifier le fait de s'unir. En Chine, par exemple, il y avait la menace des nomades du Nord qui attaquaient de temps en temps pour piller les Chinois. S'en remettre à l'empereur, vu comme le fils du ciel, permet d'avoir une protection suffisante en construisant par exemple une grande muraille pour repousser ce danger. Voilà, ça c'est pour notre première partie. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas d'aller sur le site www.immersionag.com pour avoir encore plus de pistes. Alors là, on essaye de travailler, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, avec 3 civilisations. Les Sumériens, dont on va beaucoup parler sur ce site, les Grecs et les Romains, et la civilisation des Han en Chine. Merci, au revoir.